Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On fait le débrief de la 4e étape du Tour de Catalogne. On va voir une vidéo, je pense, assez courte. Il n'y aura pas grand-chose à dire sur cette étape qui s'est finie au sprint. En plus, ça a été un sprint atypique, mais on y reviendra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous avez trouvé au top, qui vous avez trouvé décevant sur cette étape. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclistes. Il y a de la MotoGP également ce week-end. On doit toujours faire le débrief de l'épreuve de Sebring. On va la faire, je pense, demain, le débrief de l'épreuve de Sebring, parce qu'on n'a pas eu trop le temps jusqu'à maintenant pour faire ce débrief. Tout simplement. Et puis n'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, toutes les notifications. EPS 2.0, c'est sur Spotify. L'épisode est en cours d'écriture. Et puis TikTok également, si vous voulez du contenu court sur ce Tour de Catalogne. Le débrief juste après l'arrivée de l'étape. L'Amérique Production également sur TikTok. Étape numéro 4, on a eu une étape avec un sprint qui était, enfin je vous en avais parlé hier, moi je voyais plutôt un sprint que des baroudeurs, étant donné que c'était la seule étape quasiment qui, on sait, va aller au sprint. L'étape de Barcelone, c'est trop dur. L'étape de demain, elle est trop dure. L'étape de samedi, il y a quand même pas mal de dénivelé positif, je crois me rappeler samedi de tête, donc ça risque d'être également compliqué, l'étape de Molins de Rey. Donc ce qui fait qu'il te restait quasiment que cette étape-là si tu étais sprinter. Alors certes, quand tu es sur le Tour de Catalogne, t'amènes pas énormément de sprinters, mais il y en avait quand même quelques-uns au départ. Et c'était une étape qui pouvait leur convenir. Aujourd'hui, cette étape numéro 4, et ils se sont pas fait prier, vraiment, ça a roulé fort. On peut souligner l'aide importante qu'a fait Ineos aux équipes de sprinters aussi, parce que c'était des équipes qui n'avaient pas forcément énormément d'équipiers. Donc c'est vrai que ça aurait pu aller en échapper. Moi j'avais plutôt parié sur un sprint. Sur l'autre probabilité de cette étape, et c'est vrai qu'Ineos a pas mal aidé quand même, hein. Alors on ne sait pas trop pourquoi, on essaiera de comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo. Début de journée en plus qui n'était pas évidente à contrôler, avec pas mal de coureurs qui avaient animé le début de journée, notamment Guillaume Martin qui a pris le maillot de meilleur grimpeur de la course. Il est peut-être pas en grande condition physique, mais au moins il participe à la course, il essaye de ramener des points également à sa formation. Alors un maillot à poids, c'est pas énorme en termes de nombre de points UCI, mais il essaye surtout de faire des efforts. Ce qui est important, c'est de voir un coureur qui fait des efforts pour tenter d'aller récupérer une bonne condition physique un peu plus tard sur la saison. C'est ce que j'arrête pas d'envoyer des postillons magnifiques là sur mon ordinateur. C'est ce que faisait régulièrement Julien Lafilippe sur le Dauphiné, sur les courses de préparation. Voilà, faire des efforts, se fatiguer en fait pour que son organisme retrouve un peu la condition physique. Ça semble antinomique comme ça, mais chez certains coureurs ça marche. On a eu ensuite une échappée notamment avec Nance Peters, avec Roger Adria, le coureur de Kern Pharma, mais le peloton était trop fort. Et puis surtout, les routes n'étaient absolument pas, dans le final, dans les 10 derniers kilomètres, les routes n'étaient absolument pas propices à une échappée. C'était vraiment propice à toute autre chose qu'à une échappée. C'était même plutôt des belles routes pour un sprint, notamment la ligne droite finale, parce que c'est vrai qu'on est arrivé sur une avenue, on aurait dit les Champs-Élysées, sauf qu'il n'y avait pas de pavé, il y avait une largeur sur cette avenue qui était assez formidable. On serait cru sur le Tour d'Arabie Saoudite, avec un peu plus de public quand même. Il y avait un dernier virage à 600 mètres, et puis là, de manière assez extraordinaire, alors que tout se goupillait plutôt bien, même si on sentait qu'il n'y avait pas forcément une équipe qui avait un train qui vraiment construisait sa victoire, on va dire, en faisant un train, en dominant les autres équipes. Il n'y avait pas une équipe qui prenait le leadership, qui prenait en main ce peloton. On a vu un moment assez rare dans le cyclisme, c'est entre 600 mètres de l'arrivée, c'est-à-dire la grande courbe, et 400 mètres. Personne n'a voulu prendre en main ce sprint. Tout le monde se regardait un petit peu en champ de faïence. Toi t'y vas, moi j'y vais pas. La Bora ils y vont, hein, je suis pas sûr. Alpecin, vous y allez vous? Tout le monde se regardait. Et à la fin, ça s'est fini à ce qu'on fasse un sprint départ arrêté quasiment. Le premier à avoir vraiment lancé, c'était les Bora, avec notamment Ide Schelling.
Il y avait également AG2R, parce qu'il y avait encore Dorian Godon et Clément Venturini. Puis à ce moment-là, c'est Brian Cocard aux alentours de 350 mètres de l'arrivée, 300 mètres, 350 mètres de l'arrivée qui a lancé. Sauf que Caden Groves était dans son sillage et Caden Groves il a réussi à trouver l'ouverture et à dépasser Brian Cocard. On regarde tout de suite les coureurs au top. Ah, attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, victoire de Caden Groves aujourd'hui, le coureur d'Alpecin, première victoire de la saison, premier bon résultat de l'année. Il était placé jusqu'à maintenant sur les sprints, mais pas forcément des très très grands résultats. Il était passé à côté sur Paris-Nice notamment, Caden Groves. Ça prouve qu'il aime l'Espagne, ça prouve aussi qu'il aime les sprints avec des belles lignes droites, des belles largeurs de route. C'était déjà le cas sur sa victoire sur le Tour d'Espagne. Il y avait une très très belle largeur de route. Donc c'est un sprinter qui arrive à s'en sortir dans ce genre de situation. C'est-à-dire avec un sprint peut-être plus nerveux que d'habitude quand le sprint est un petit peu plus solide. Alors moi, je pensais pas aujourd'hui à Caden Groves très clairement parce que je me disais 2800 mètres de dénivelé positif. C'est quand même un petit peu costaud pour une étape comme ça. Et je me disais, il va peut-être avoir du mal. Il va peut-être. 2400 mètres sur Pro Cycling Stats. C'était 2008, c'est ce qu'a dit Brian Cocard en interview. C'était peut-être trop dur pour Caden Groves en termes de difficulté. Sauf que c'est vrai que pas mal de difficultés étaient dans la première partie de course, puisqu'en fait la dernière bosse était à 30 km de l'arrivée. Et à ce jeu-là, c'est vrai qu'Caden Groves, il a fait rouler quand même son équipe pour éviter que l'écart soit trop gros et que ça roule trop fort dans la montée finale. Et ça a été bien fait de la part de Caden Groves. Et puis ensuite, c'était le sprinter le plus costaud de ce sprint. C'est-à-dire que dans tous les cours, quand on regarde le top 10, il y avait peut-être Milan Manten qui aurait pu jouer face à Caden Groves, mais c'était le nom, on va dire, presque le plus ronflant sur les sprints sur le plat. Encore une fois, sur le plat. Et ça, Caden Groves, quand il prend le sillage de Cocard, tu sais que ça va être compliqué pour Brian Cocard, surtout que Brian Cocard a peut-être lancé un peu trop tôt, mais il n'a pas voulu se faire enfermer. Brian Cocard, ça lui est déjà arrivé, notamment à l'époque BNB. Je pense notamment à une étape sur Paris-Nice qui avait été remportée par Chase Bold, de se faire enfermer parce qu'il avait lancé à ce moment-là trop tard. Donc je pense qu'il n'a pas voulu lancer trop tard, il a voulu anticiper. Sauf que il n'avait pas les mêmes jambes que sur le Down Under, il n'avait peut-être pas la même opposition non plus, ou l'opposition n'avait pas la même forme, et là Caden Groves, il l'a dépassé de peu, ça joue à pas grand-chose face à Brian Cocard. Ça montre que Brian Cocard est quand même plutôt en forme. Et surtout que Brian Cocard, je pense, va faire des bons résultats dans le reste de la saison. Mais du côté de Caden Groves, il était un petit peu une chouille au-dessus sur un sprint sur le plat. Et ça lui a bien réussi. Belle victoire pour Caden Groves, qui, ça va lui faire du bien parce que c'est vrai que son début de saison n'avait pas été exceptionnel. On peut juste revérifier le début de saison de Caden Groves, le temps que ça s'affiche. Hop là, magnifique. Il avait pris la 9e place sur la première étape de Paris-Nice. Ensuite, ça avait été le trou noir. 4e du prologue à Adélaïde. 9e d'une étape du Tour de Nander. 3e de la Schwalbe classique. 14e de Kurn-Bruxelles-Kurn. On peut pas dire que c'était des résultats très reluisants. Même à Saint-Féliu des Guixioles, il avait eu du mal. Donc ça va lui redonner de la confiance. Avec lui pour objectif le Giro en plus, vraiment un objectif en début de saison. Il va monter en puissance, notamment Volta Limbourg Classique, Paris-Roubaix. Ça sera le 9 avril. Équipe qui sera solide chez Alpecin quand même, avec un Jasper Philipsen qui peut être performant sur Paris-Roubaix, vu ce qu'il a fait sur le Depan Tour. Et puis le Giro ensuite le 6 mai. Le Giro c'est dans 2 mois, un peu plus de 2 mois. Un peu moins de 2 mois même, non, plutôt 1 mois et demi le Giro. Ça arrive vite les grands tours. On est dans le mois de mars, c'est toujours une période un petit peu de transition entre le début de saison et très vite on arrive vers des gros objectifs, notamment Tour des Flandres, Paris-Roubaix, mais pas seulement. Également les grands tours arrivent vite. On continue avec Brian Cocard de la Cofidis. Pas grand chose, il manque pas grand chose pour avoir sa 2e victoire en World Tour. Mais Caden Groves est un peu plus puissant. Je rappelle, Caden Groves 1m76, 76 kg, Brian Cocard 60 kg, 58. C'est pas le même gabarit. Brian Cocard c'est beaucoup plus petit, c'est un gabarit plus de poche. Si le sprint avait été en bosse, Brian Cocard gagnait. Le problème c'est que le sprint n'était pas en bosse. Et il devance quand même Corbin Sprong, il devance Venturini par exemple à Beras Tourimonten.
Mais c'est vrai que Caden Groves, qui est un vrai bon sprinter sur le plat, comme Jacobson par exemple, Brian Cocard peut pas faire la différence face à ce mec-là. Alors il a tenté d'anticiper. Je sais pas si... Je me pose la question si s'il a tenté d'anticiper parce qu'il savait qu'il avait Caden Groves pour tenter de battre Caden Groves de cette manière, ou s'il a anticipé pour pas se faire enfermer parce qu'il avait peur de se faire enfermer, parce que quelquefois il a perdu des sprints parce qu'il s'est fait enfermer, ou peut-être qu'il a anticipé en se disant on est en train de perdre de la vitesse là, parce que vraiment c'était arrêté complet, et il s'est dit s'il faut que je relance alors qu'on est genre à 25-30 km/h, je vais peut-être souffrir face à des coureurs qui sont très puissants. C'est peut-être ce qui a manqué aujourd'hui à Brian Cocard, c'est de la puissance. Peut-être que la course n'a pas été assez dure dans la dernière montée. Peut-être qu'il aurait fallu augmenter un peu plus le rythme dans la dernière montée, mais c'était aussi s'exposer au contre, parce qu'on n'était pas très loin de l'échappée. Il y avait une minute, moins d'une minute avec l'échappée. Et peut-être qu'ils n'ont pas voulu prendre le risque, parce que revenir, ça voulait dire également perdre l'aide de Ineos, perdre l'aide peut-être de Alpecin de Koninck, et se retrouver à un moment en difficulté avec des coureurs qui, pour Guillaume Martin, avaient déjà bossé le matin. Pour Herrada, joue peut-être encore le général. Je ne sais plus où il est Herrada. Du côté Herrada, il est 19e. Mais voilà, il n'y avait pas forcément les équipiers autour de Brian Cocard. Et donc, mais il s'en est bien sorti. En plus, il a dû frotter un petit peu. Ce qu'il aime rarement faire. C'est pas le mec qui frotte le mieux, Brian Cocard. Alors il sait se placer, il sait se faufiler, mais c'est pas le mec qui frotte le mieux. Là, il a vraiment frotté dans le peloton. Ensuite, il s'est faufilé. Et pour prendre cette belle deuxième place quand même pour Brian Cocard. Voilà, il manquait pas grand-chose. Et puis je termine avec Idej Schelling. On savait ce coureur-là puissant. On savait pas qu'il était capable de faire quatrième d'un sprint. Alors vous allez me dire, c'est le Tour de Catalogne. Il n'y a pas tous les meilleurs sprinteurs du peloton. Oui, mais il fait quand même quatrième devant Venturini, qui est un bon sprinter en France. Devant Berasturi, Menten, encore une fois, Nemarit. Également du côté d'Intermarché, c'est-à-dire qu'il finit quand même devant des mecs qui ont des très bonnes pointes de vitesse. Du côté de Idej Schelling, ça va peut-être donner des idées à la Bora de le mettre dans d'autres styles de course. Et puis lui qui est très bon sur l'Amstel chaque année, c'est un coureur qu'on voit souvent sur l'Amstel, et l'Amstel ça finit quand même sur du plat. Si vous êtes dans un petit groupe avec 10 coureurs, 10-15 coureurs, c'est peut-être pas le favori de la prochaine Amstel Gold Race, mais il ne faudra pas négliger Idej Schelling, qui a fait 3e également à Saint-Philou des Goudsiol, 3e également sur l'étape 4 du Tour d'Oman, 8e de la Muscat Classique. Donc c'est un coureur qui a quand même pas mal de bons résultats, 14e du Het Nieuwsblad, également. Donc pas mal de très bons résultats pour Idej Schelling en ce début de saison. En même temps, dernière année de contrat chez la Bora, il a peut-être envie de se montrer, peut-être envie d'avoir un contrat chez Jumbo-Visma ou dans d'autres formations, et pour ça, il faut se montrer un petit peu. Mais c'est un coureur sur l'Amstel, il faudra s'en méfier d'Idej Schelling, parce que c'est un coureur qui a une bonne petite pointe de vitesse, et si on se retrouve à 10-15 coureurs et qu'il est dedans, il faudra faire attention. Après, peut-être qu'il lancera le sprint pour Charman. Dans ce cas-là, il ne faudra pas que Charman se plante ensuite. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, Ineos, je ne comprends pas pourquoi ils ont roulé en fait. Vraiment, je ne comprends pas. Certes, Ethan Etter a une petite pointe de vitesse. Certes, on est sur le Tour de Catalogne. Certes, il n'y a pas les meilleurs sprinteurs du monde. Peut-être tous les meilleurs sprinteurs du monde. Mais il pensait vraiment qu'il allait faire mieux que 5e aujourd'hui. Il pensait vraiment qu'il allait battre Brian Cocard, Caden Groves, Corbin Strong aujourd'hui. Enfin, Ethan Etter, je veux bien, mais c'est pas un pur sprinter. C'est un coureur qui a une petite pointe de vitesse, qui était très bon rouleur, mais c'est pas un sprinter, Ethan Etter. Et Ineos, ils se sont dit, tiens, on va rouler toute la journée, on va contrôler. Alors ils ont bien roulé, hein. Cofidis et Alpecin, ils peuvent être contents parce qu'ils ont bien roulé toute la journée. Pour au final qu'Ethan Etter fasse 23e, 24e. C'est vraiment, c'est vraiment la dépression là, de Ineos sur ce Tour de Catalogne. On boit la calice jusqu'à la lie, jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment on est au fond du trou, on creuse encore chez Ineos. Je comprends pas pourquoi ils ont roulé. Ethan Etter, c'est un bon coureur. On sait, c'est un coureur qui a un beau potentiel. Mais c'est pas un pur sprinter. Pourquoi tu mets autant d'énergie pour un coureur qui n'est pas un pur sprinter? Ou qui n'est pas un coureur qui passe bien les bosses mais qui a une grosse pointe de vitesse?
Là aujourd'hui, je ne sais pas comment il pouvait gagner. Et puis en plus, donc tu roules énormément pendant toute la journée, sauf que dans les 5 derniers kilomètres, tu disparais. Ce qui est un peu con, parce que c'est peut-être là où on en avait le plus besoin. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas décidé de mettre Geraint Thomas dans l'échappée, ou Castroviejo dans l'échappée, ça aurait peut-être été un peu plus intelligent. Là, jouer cette étape-là de cette manière, c'était pas très intelligent. Alors que samedi, par exemple, le profil peut plus le convenir, et les purs sprinters, enfin les sprinters comme Brian Cocard, je suis pas sûr qu'ils soient là, et je suis pas sûr qu'ils soient là avec leur pleine vitesse, qu'ils aient pas consommé un petit peu d'énergie avant. C'est peut-être plutôt sur cette étape-là qu'il aurait fallu miser sur Ethan Etter, pas sur l'étape du jour. L'étape du jour, elle convenait quand même plutôt aux sprinters. Tu aides en plus les autres pour finir 25e de l'étape. C'est compliqué, hein, Ineos sur cette course. Pas le résultat du tout escompté. Ça a commencé mal avec le non-départ de Luc Plapp. On enchaîne ensuite avec les défaillances, la non-performance de Bernal et de notre ami Geraint Thomas. Bah, ça se poursuit là avec cette étape où tu roules pour pas grand chose, il faut bien le dire. Je poursuis avec Milan Menten. Pourquoi Milan Menten, Et ben, je m'attendais à un peu mieux de Milan Menten aujourd'hui. Je me disais, ah tiens, un sprint aujourd'hui possible. On sait qu'il passe quand même un peu les bosses. Un peu, alors pas Brian Cocard, mais c'est quand même pas un sprinter qui passe juste des ponts d'autoroute comme Jacobsen. Et c'est vrai que je me dis à ce moment-là, la Lotto, en plus, contrairement à d'autres équipes, ils n'ont pas forcément de leader. En plus, je vois que la Lotto ne roule pas. Alors je me dis, tiens, chouette, ils ont enfin compris qu'il fallait laisser le travail aux autres. Et ils se sont peut-être dit, tiens, on va mettre du monde dans le final pour Milan Menten. Alors il y avait des coureurs dans le final pour Milan Menten. Mais à 5 km de l'arrivée, quand tu es au-delà de la 50e position, quand on te remonte, tu crames forcément de l'énergie. Et c'est ce qui s'est passé, je pense, pour Milan Menten. On le remonte un peu tard. Et surtout, il n'y avait que 2 coureurs avec lui. Alors, je ne sais pas quel était l'objectif de la Lotto au départ sur cette course du Tour de Catalogne, mais mettre seulement dans le final 2 coureurs autour de Menten, je ne sais pas, on aurait peut-être pu mettre Rudiger, je ne sais pas, Sepulveda, on aurait peut-être pu le faire rouler Andreas Krohn, peut-être. Là, il devait y avoir Rudiger Selig. C'était peut-être Andreas Krohn, je ne sais pas qui roule avec, mais c'est trop faiblard. Tu ne peux pas mettre aussi peu de coureurs autour de Milan Menten. Et c'est dommage parce que quand tu vois le travail qu'a fait Israël, et pourtant comme d'habitude Israël se retrouve à rouler trop tôt et être devant trop tôt, ben oui, mais Corbin Strong il fait 3. Aujourd'hui, Milan Menten il fait 8 de l'étape. On aurait aimé peut-être un peu mieux de la part de Milan Menten. Moi, sur un sprint comme ça où il n'y avait pas tous les sprinters, moi je me serais attendu à un top 5 de la part de Milan Menten. Donc 8e place, pour moi c'est un petit peu décevant. Puis je termine avec Tobias Alon Johannesson. Pourquoi je mets Tobias Alon Johannesson ? Eh bien parce qu'aujourd'hui il perd 2 minutes 43. Il a été lâché dans le final de l'étape. Il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont été lâchés. Ils sont une quinzaine à être lâchés à l'arrivée. Donc déjà, ça c'est pas très rassurant parce qu'il y a Bernal qui a été lâché, Nance Peters, mais il était dans l'échappée, Roger Adria était dans l'échappée, De la Cruz il était dans l'échappée aussi. Donc ça c'est pas très très rassurant sur ta condition physique et ton état de forme. Quinn Simmons aussi qui finit à 11 minutes. Pas un grand tour de Catalogne pour Quinn Simmons, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de fatigue, peut-être un petit virus pour Quinn Simmons parce qu'il est vraiment pas dans son assiette pour le moment dans cette course. Mais du côté de Tobias Alon Johannesson, ça m'a permis de voir un petit peu son classement sur les étapes précédentes. On sait que c'est un grimpeur, vainqueur l'année dernière d'une étape sur l'étoile de Bessèges, première étape 40e, deuxième étape 78e, étape de la Molina 160e et là 155e aujourd'hui. Meilleur résultat depuis le début de saison, une 38e place à l'Alto des Foyas sur la deuxième étape du Tour de l'Algarve. Ça commence à devenir un petit peu inquiétant pour Tobias Alon Johannesson qui, je rappelle, pendant la deuxième partie de saison l'année dernière, après l'Arctic Race of Norway, a eu des gros problèmes de douleur au genou à partir du mois d'août, ce qui fait qu'il a très peu couru, il a 40 jours de course, mais à partir du mois d'août, des grosses douleurs au genou, il a dû se faire opérer. Il pensait presque arrêter le cyclisme, mais c'est vrai que là c'est inquiétant parce que pour un mec qui a remporté le Tour de l'Avenir en 2021, qui avait vraiment fait un bon début de saison 2022, le voir aussi peu performer c'est inquiétant. Et puis c'est inquiétant pour Ono X parce que
il y a quand même des objectifs derrière sur le Tour de France. Ils viennent pas juste là pour se montrer. Ils viennent là pour tenter d'obtenir des résultats. C'est un coureur qui peut faire un top 15 au général sur le Tour de France, ou pourquoi pas gagner une étape difficile, mais il va falloir retrouver son niveau, parce que là c'est un petit peu inquiétant quand même pour le coureur norvégien. Et puis moi j'ai envie de rappeler quand même un coureur qui était vainqueur du Tour de l'Avenir, champion du monde, espoir la même année, c'est un certain Romain Sicard, des problèmes de genoux, Romain Sicard, lors de sa deuxième année chez les professionnels, et Romain Sicard disparaît complètement des meilleures places et devient un coureur, on va dire, lambda, alors qu'il avait un potentiel énorme, mais des douleurs de genoux. On n'avait jamais trouvé vraiment la raison de ces douleurs aux genoux, qui lui avaient pourri sa deuxième année chez Euskaltel, et derrière, il n'a pas du tout les mêmes résultats sur la deuxième partie de sa carrière. Pardon, donc j'espère que c'est pas ce qui arrivera également à notre ami norvégien, donc c'est pour ça que je l'ai mis en flop aujourd'hui, c'était pour en parler. On passe tout de suite à l'étape de demain. Étape numéro 5 de cette Vuelta 2023, on part de Tortosa pour arriver à Tortosa, mais au Mirador del Portel. 178 km, c'est une étape qui va permettre de faire la différence au niveau du classement général. Enfin, on l'espère, parce qu'après, il ne restera plus que l'étape de Barcelone, peut-être, ou l'étape de samedi, mais qui est quand même moins difficile, et qui semble plutôt promise à des baroudeurs. Tortosa, c'est une course de côte, hein, comme vous le voyez, même s'il y a 3 difficultés dans cette journée, ça sera surtout une course de côte. La première côte de la journée, c'est l'Alto des Bottes, 7 km 6 à 3,4 de moyenne, côte de 3e catégorie, km 27,5. Vous voyez, c'est pas extrêmement difficile, hein, c'est surtout un faux plat. La difficulté se situe dans les 2 derniers kilomètres qui sont un petit peu plus pentus, 4%, 5,2%, 5,1%. Mais c'est pas... voilà, on est sur un Tour de Catalogne, donc normalement on passe ce genre de difficulté. Ensuite, on redescend vers Moralanova, premier sprint intermédiaire au kilomètre 67,5, c'est-à-dire à encore 110 km de l'arrivée. Et au kilomètre 105, c'est-à-dire à 73 km de l'arrivée, le col de Somme, 4 km à 4,2 de moyenne, côte de 3e catégorie. Voilà. Encore une fois, pas une côte très pentue, 5,2%, 4,5%, c'est pas là on va faire la différence, c'est pas là on va pouvoir sortir du peloton. Et puis derrière, pas mal de plats, hein, premier passage à Tortosa. Enfin, le deuxième passage de la journée, on passe à Roquetes pour le sprint intermédiaire au kilomètre 160, c'est-à-dire à 18 km de l'arrivée. Et puis la montée finale de Tortosa Mirador del Portel, 8 km 6 à 8,8%, côte hors catégorie, 1033 mètres d'altitude. Et c'est une côte très pentue, cette côte du Mirador del Portel. Il n'y a pas de moment de replat, il n'y a pas de moment facile. Il y a 1 km à 7,2%, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, 7,2%. C'est déjà un passage de montée compliqué. Et en plus, ce passage à 7,2%, il intervient après 3 km, on aura fait 8,4%, 9,7, 9,7. C'est-à-dire qu'on aura déjà fait 3 premiers kilomètres compliqués, donc c'est-à-dire qu'on sera un peu éprouvé. Le kilomètre d'après, 9,8%. 8,4 ensuite, 9,1, 8,4, 8,6, ça ne redescendra jamais. Ça me fait un peu penser à des valeurs moindres, mais en termes de longueur, je crois que c'est à peu près la même chose. C'est juste que le Granon, c'est un petit peu plus haut en altitude, mais on est sur ce type de montée-là, hein, un peu similaire au Granon, c'est-à-dire des montées avec pas mal de pourcentage. 8 km si, tu vois, il y a quand même moins de pourcentage que la planche des belles filles, mais c'est un peu les mêmes idées, on va dire. C'est des montées sèches sur des journées où il n'y aura pas d'autres difficultés majeures dans la journée. Il faudra voir comment les coureurs arrivent à se mettre dans le bain dans ce genre de situation. Certes, Remco Evenepoel paraît plus fort que Primoz Roglic, mais j'ai bien envie de miser sur un Roglic parce que ce type de montée avec du pourcentage, montée un peu sèche dans la journée, est-ce que Remco arrivera à se mettre dans le rythme d'entrée dans la montée
méfions-nous de Roglic. Voilà, sur ce type d'arrivée, avec du pourcentage, c'est quand même un coureur qui arrive à être bon dans ce type de situation. Donc moi j'ai envie de miser Roglic demain, voilà, un petit peu de surprise sur cette étape numéro 5. On se retrouvera donc demain 21h sur YouTube pour faire le débrief de cette étape. Juste après l'arrivée, donc vers 17h15, 17h20. Ça sera peut-être un peu plus tard parce que comme il y a également le GPE 3, il y aura l'arrivée du GPE 3 en même temps. Mais voilà, on fera le débrief de ce Mirador del Portel sur cette étape numéro 5. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis donc, nous, on se retrouve demain. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.